et bienvenue RFM, il est midi, l'heure du journal. Barthélémy. À la une, émigration irrégulière, plus de 200 jeunes de Diogo et environ portés disparus en mer depuis début décembre. Journée morte à Sédhiou, tous les commerçants ont fermé boutique ce matin. Tout est parti d'un bras de fer avec les services du commerce de la région. Fuite des cerveaux, près de 60 enseignants sénégalais recrutés dans un pays étranger. L'affaire fait grand bruit au ministère de l'Enseignement supérieur. Daouda Ngom a d'ailleurs adressé une circulaire aux différents recteurs d'université. Il souhaite avoir la liste de tous les enseignants qui sont partis. Le ministère veut tout simplement sévir. Agriculture, propos du Premier ministre hier, vous l'avez peut-être entendu sur cette antenne. Il tout laisse à croire que l'on s'achemine vers la suspension de la subvention sur les semences et autres intrants agricoles. RFM a donné la parole à des acteurs sur cette éventualité. Vous allez les entendre, ils ne sont pas contre, mais pour autant, ils réclament ou ils formulent des recommandations. La joie du côté de Bambey, oui, les anciens bénéficiaires des bourses de sécurité sociale se réjouissent de la reprise du paiement dès cette année annoncée par le chef de l'État lors de son adresse à la nation. Mohamed Ali Mouba pour les actualités internationales et la revue de la presse. Le journal de la CAN, Pape Malik Diaw à la une, les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025 qui débute demain samedi. Le Sénégal joue le Soudan à 16h. Bienvenue à tous. Aliou Ba est à la technique. Émigration irrégulière, bilan trop lourd pour Diogo et environ plus de 200 jeunes de cette zone située dans le département de Tivaouane portés disparus en mer depuis début décembre 2025 jusqu'à nos jours. Les populations de Diogo, Darou Ndiaye, entre autres, gagnées par l'inquiétude, interpellent les autorités. C'est la panique totale à Diogokaou, Diogo-Guet, Darou Ndiaye et villages environnants à l'origine de cette inquiétude. Des jeunes de cette localité qui tentaient l'aventure ont disparu en mer. Cherwad, un habitant de Darou Ndiaye. C'est la tristesse dans toute cette zone. Il y a mes enfants et mes cousins qui sont dans cette pirogue. Ils ne connaissent rien par la mer. Ce sont des jeunes qui s'activent dans l'agriculture. La crise qui secoue l'agriculture est à l'origine de tout cela. Ils préfèrent aller en Espagne que de rester ici. Cela fait presque un mois, nous n'avons aucune information. Je connais ces jeunes qui habitent Darou Ndiaye, Dangar, Diogo et même Fonkoyoy. L'inquiétude est grande dans toute la commune de Darou Khoudoss. Les parents de ces jeunes demandent solennellement à l'État de leur venir en aide pour retrouver ces jeunes, avec l'implication active de la Marine nationale, Aliou Ndiaye Baye Fall. Nous attendons à ce que les autorités étatiques, la Marine nationale, fassent des efforts pour retrouver nos enfants disparus depuis le 5 décembre. Une situation qui alimente les débats à Diogo, Fasboy, Honkoyoy, Lit, Darou Ndiaye. Plus de 200 jeunes issus de ces localités en partance pour l'Espagne restent introuvables depuis un mois. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, journée morte à Sédhiou. Tous les commerçants ont fermé boutique ce matin. Tout est parti d'un différend avec les services du ministère avec les services du commerce de la région. Moussa Dramé, le porte-parole des commerçants, avec Bakary Konté. Malheureusement, M. Ibrahim Ngom et son contrôleur, M. Diédhiou, ils n'acceptent pas de collaborer et les commerçants sont fatigués parce qu'il y a des comportements qu'on est en train de subir pendant presque 2 ans qu'on n'a pas pu régler. Nous, la grève là, nous ne voulons pas parce que c'est nos populations qui sont là. Nous sommes autant commerçants, autant consommateurs. Donc, mais on n'a pas de moyens. Notre seul moyen, c'est de décréter un mouvement d'humeur. C'est ce qu'on a fait. Le motif de la grève, il y a le produit Softcare qui a amené le problème, qui a révélé les problèmes. Softcare, c'est pas les commerçants qui l'ont confectionné. L'usine ne nous appartient pas. Le circuit de l'État qui contrôle ces produits, ça les a échappés jusqu'à rentrer dans notre boutique. Et le chef de service du commerce est venu retirer ça dans nos magasins sans autant nous donner des papiers. Alors que les produits qui sont dans les magasins, la quantité peut être 100, 200, 500, 1000. Et tout le monde sait que dans chaque région, il y a le représentant commercial qui est dans la région. Si on a un procès verbal de saisie ou bien une attestation, on pourrait réclamer notre argent. Et dans ce cas précis, ce qu'on est en train de voir, on perd notre argent et on perd la marchandise. Mais ça, c'est de l'arnaque. Vous dispensez un service public. Donc aujourd'hui, si vous prenez des bagages,
il faut un procès verbal. Nous étant victimes, on n'a pas signé ce procès verbal. Donc nous considérons qu'il n'y a pas de procès verbal puisqu'on ne détient aucun papier. Donc c'est de l'arnaque et c'est de l'arbitraire. C'est de l'abus d'autorité. C'est ce qu'on déplore. Les commerçants de Sédhiou donc très en colère contre les services du commerce de la région. Ils ont observé donc une journée ville morte ce matin. Mot d'ordre bien respecté. Djelerlou Sila, un village de la commune de Ngidila, c'est dans le département de Louga, secoué par un litige foncier. Les populations s'opposent à l'affectation de leurs terres à des inconnus. Elles sont sorties de façon spontanée dans les rues pour s'en prendre au maire et à toute l'équipe municipale coupable à leurs yeux d'une mauvaise gestion du foncier de la commune. Modou Sila, de porte-parole du collectif pour la défense des terres de Djelerlou, au micro de Nafissatou Ndiaye. Il y a deux délibérations portant l'extension du village de Djelerlou. D'abord une délibération de 350 parcelles qui a été votée et signée par l'ancien maire Idrissa Tall et approuvée par le sous-préfet Ibra Gueye le 10 février 2015. Ensuite, il est suivi à une forte demande de la population de Djelerlou qui a besoin de leur parcelle. Nous avons sollicité le maire Djilou pour faire le bornage. Par la suite, il nous a fait une délibération de 650 parcelles, ce qui fait un total de 1000 parcelles à borner. Mais au moment du bornage, au lieu de faire le bornage de 1000 parcelles, on a constaté qu'ils n'ont borné 1750 parcelles, ce qui fait un surplus de 750 parcelles. Ils ont même borné une partie de l'assiette du forage de Djelerlou. Et ce que nous dénonçons, c'est que le maire, sur le surplus de 750 parcelles, le maire voulait nous imposer un quota de 200 parcelles en contrepartie. Ce que nous dénonçons, ce que nous refusons. Et nous demandons sur quelle base légale les 750 parcelles a été borné. Nous dénonçons aussi toutes les délibérations qui ont été votées portent sur l'extension du village de Djelerlou. Il n'y a pas de délibération qui porte sur le morcellement. En fait, ce que nous demandons aussi nous, au niveau de Djelerlou, c'est que les 250 parcelles que le maire veut nous imposer, nous refusons cela et nous demandons que les 350 parcelles qui ont été votées et approuvées depuis 2015 soient bornées et attribuées aux populations de Djelerlou. Ceci n'est qu'un premier pas dans notre lutte. Nous interpellons solennellement le président de la République, le Premier ministre, le ministre des collectivités territoriales. Nous interpellons aussi le gouverneur de la région de Louga. Le maire de la commune de Ngidila sur cette affaire annonce une réunion de la commission domaniale dans les prochaines heures afin d'apporter des éclairages sur cette affaire. Midi, 8 minutes. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur qui a adressé une circulaire aux recteurs d'université pour leur demander de lui fournir des renseignements sur 59 enseignants recrutés dans un pays voisin. Des investigations menées par RFM révèlent qu'il s'agit de la Guinée et 18 enseignants titulaires dont de hauts responsables. L'État ne compte pas donc se laisser faire ou ne compte pas laisser prospérer cette décision. Et là, Djindio Goudien dans ce studio. Stop Yana Assé, le ministre de l'Enseignement supérieur, tape du poing sur la table pour arrêter l'hémorragie causée par le départ d'enseignants des universités vers la Guinée, en l'occurrence, pour se faire plus d'argent. Au total, 59 enseignants sont concernés pour le moment, en attendant le travail de vérification en cours selon nos sources. Dans ce lot figure des enseignants vacataires, des retraités, 4 nous dit-on, mais aussi et surtout des enseignants en poste dans les universités publiques. Parmi ces 18 enseignants en poste, certains sont des directeurs du FR, unité de formation et de recherche, ou des doyens de faculté. Et toutes les universités du pays sont touchées, avec l'université Assane Seck de Ziguinchor qui se taille la part du lion à côté de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une situation qui irrite véritablement le ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'il juge inacceptable que les enseignants aillent monnayer leur talent ailleurs au moment où le Sénégal manque sérieusement d'enseignants. Ces enseignants recrutés en Guinée font un cumul de postes pour des raisons pécuniaires. Certaines indiscrétions révèlent qu'ils perçoivent 240 millions de francs guinéens, soit 16 millions de francs CFA par an. En d'autres termes, leur salaire mensuel tourne autour de 2 500 000 contre 1 300 000 au Sénégal. Cette année, la Guinée a décidé de recruter 300 enseignants de diverses nationalités pour relancer son système d'enseignement supérieur et rattraper son retard dans ce domaine. Et là, Djindio Goudien dans ce studio. Projet de construction de l'université Souleymane Niang de Matam. Le chantier avance à grands pas. Les 2 UFR, le restaurant et les amphithéâtres sont en finition. Ça avance aussi pour les blocs administratifs et les logements. Constat du recteur de la dite université. Un niveau d'exécution en conformité
à la volonté des autorités qui veulent que l'université Souleymane Niang de Matam soit ouverte aux étudiants au mois d'octobre 2026 à Libandelniang. Les assurances du ministre de l'Enseignement supérieur à la suite du message à la nation du chef de l'État sont bien conformes à la réalité du terrain. Avec plus de 2500 ouvriers répartis en 3 groupes de 8 heures de travail, l'entreprise malienne en charge des travaux de l'université Souleymane Niang a fini d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous faisons le point avec Mamadou Sidibé, le recteur de l'université de Matam. En tout cas, sur la base des 2000 visites que nous avons faites au niveau du chantier, nous sommes optimistes. Parce que quand on a discuté avec le chef de chantier, il nous a fait savoir que les délais seront respectés. Et quand on voit sur les 4 UFR, vous avez dit qu'ils sont dans un état d'avancement très poussé et que nous espérons d'ici octobre, au moins ces 2 UFR vont être complètement terminés. Si maintenant le campus universitaire, le rectorat et l'amphithéâtre sont tous terminés, je crois qu'on pourra démarrer les enseignements en attendant la finition des 2 autres UFR. Pour répondre à votre question, nous sommes très optimistes vu l'état d'avancement des travaux. Parallèlement à l'accélération des travaux, des actions ont également été entreprises dans le domaine pédagogique jusqu'à l'appel à candidature pour le recrutement des enseignants. À notre niveau, donc sur le plan pédagogique, tout est prêt. Nous avons déjà défini les différentes UFR. Pour chaque UFR, les formations qui sont proposées et l'organigramme de l'université sur le plan administratif. La seule chose que nous attendons, c'est la disponibilité des locaux pour démarrer les enseignements. Et sur le plan pédagogique, nous avons complètement fini. Nous préparons la réunion du comité de pilotage pour présenter l'offre de formation qui est proposée pour l'université Souleymane Niang de Matam et certainement on le fera vers le mois d'avril-mai. L'état d'avancement des travaux de l'université de Matam qui fait nourrir l'espoir des populations et des futurs étudiants. Des populations qui ont trop souffert des conditions de vie de leurs enfants régulièrement orientés vers d'autres régions dont la plupart finissent tout simplement par abandonner. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Assise nationale des Dara, Kaolack se mobilise déjà en vue de cette grande rencontre. Des concertations communales et départementales ont été initiées sous la présidence du chef de l'exécutif régional. Acteurs locaux et autorités éducatives disent avoir identifié toutes les préoccupations qui constituent un frein à l'éducation coranique, au bon fonctionnement des Dara et à l'épanouissement des enfants talibés. Là-dessus, je vous propose d'écouter Samba Diakhaté, l'inspecteur d'académie de Kaolack, au micro de Fatumbo. L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a initié cette activité primordiale qui doit aujourd'hui refonder nos Dara avec la préparation des assises des Dara. Dans cette veine, une série de rencontres s'est tenue d'abord au niveau communal où tous les acteurs des Dara, toutes les parties prenantes ont eu 2 jours durant à réfléchir sur un certain nombre de problématiques liées au Dara. L'objectif, c'était justement de les écouter, de faire leurs propositions sur le diagnostic, mais également les propositions aptes aujourd'hui à nous permettre d'aller vers une gestion concertée, très acceptée et nationale de la problématique des Dara. Nous l'avons réussi dans nos 41 communes de la région, où effectivement ces assises se sont tenues. Et au niveau de chaque département, les 23 et 24 jusqu'au 25 pour passer pour Guinguinéo, les comités départementaux se sont réunis autour des préfets pour justement nous faire la synthèse des travaux des communes. Il s'agit entre hier et aujourd'hui, à travers le comité régional mis en place par M. le gouverneur, de faire la synthèse régionale des propositions qui devront nous permettre justement aujourd'hui d'aller vers ces assises avec la contribution de la région de Kaolack. Division dans l'organisation du Gamou de Mbelekhé, une partie de la famille retient la date du 10 janvier, mais ce sera sans le marabout Aliou Dia. Le maire de Mbelekhé souhaite qu'une autre date soit retenue, le temps de boucler les travaux engagés dans la cité. Après le bitumage de la route Dara-Mbelekhé, Aliou Dia avait pourtant émis le souhait de voir le Gamou organisé dans l'unité cette année. Il regrette cette division au sein de la famille. Aliou Dia, que nous écoutons au micro de Baye Hassan Diaw. La réalisation de cette route est effective, une route de qualité. Cependant, les travaux restent, à savoir les trottoirs et une bonne canalisation pour éviter une inondation au niveau de Mbelekhé, ce qui aujourd'hui impacte beaucoup de nos grandes villes. À cet effet, la famille
famille de El Hadji Daouda Dia s'était retrouvée autour du Khalif pour dire qu'on permette de terminer en beauté les travaux, que l'État procède à l'inauguration ensemble, désormais pour l'unité, fixer une date de Gamou de El Hadji Daouda Dia pour que cette année, tout le monde s'y retrouve. Malheureusement, à notre grande surprise, nous avons, à notre insu, entendu un audio, certainement qui a été réalisé par des jeunes qui sont venus de Dakar, qui sont allés recueillir ça auprès du marabout, sans pour autant qu'il y ait une concertation ou une moindre réunion de la famille. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qui nous permet d'organiser en Belgique quelque chose qui puisse effectivement arrêter les travaux. Ça, je crois que l'État ne le mérite pas, compte tenu de ses efforts, mais la famille de El Hadji Daouda Dia ne doit pas se comporter de la sorte. Si aujourd'hui l'État nous accompagne, on ne peut pas permettre à qui que ce soit de mener des activités qui vont dégrader ce qui est fait ou bien des activités qui vont faire arrêter les travaux. C'est pour cette raison que nous disons que la famille de El Hadji Daouda Dia s'est réunie avec l'ensemble des Muhaddam, des imams, des daïra, mais également la jeunesse tidjane de El Hadji Daouda Dia pour condamner cette forfaiture et pour dire que nous n'accepterons pas qu'on nous mette devant le fait accompli. Donc la date du 10 janvier 2026 qui est annoncée ne nous concerne pas. Cette rencontre à l'appel de l'association des jeunes de Koussanar, un conclave pour faire le diagnostic des maux dont souffre leur terroir. Au terme des échanges, ils ont tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'eau et d'infrastructures de base dans la localité. Et pourtant, Koussanar se trouve juste sur la route nationale numéro 1. L'association soucieuse donc du devenir de Koussanar lance un appel aux partenaires et aux autorités étatiques. Elias Thiam, le président et porte-parole de l'association des jeunes de Koussanar, interrogé par Ousseynou Diop. L'objectif de cette rencontre, c'est de revenir à la base, à Koussanar, parler avec la population afin de définir ensemble tous les éléments de diagnostic qui nous permettent d'agir pour la population. Nous souhaitons un développement qualitatif et quantitatif au sein de la communauté Koussanar. Quand vous lisez le plan de développement communal de Koussanar, vous verrez que le chemin est encore long. Mais ce qui est le plus pressant, ce qui est très urgent, c'est d'abord le problème de l'eau. Koussanar a soif, Koussanar manque d'eau. Deuxième point, c'est l'éducation. Nous avons un collège mixte. Nous avons vraiment besoin d'un lycée pour pouvoir aider à bâtir des ressources humaines de qualité pour avoir des enfants qui ont une égalité de chance avec l'ensemble des autres enfants du territoire. L'autre élément, c'est la santé. Nous avons besoin d'un centre de santé. Le poste n'est pas suffisant, le village est grand. Il y a deux problèmes d'infrastructure qui sont liés aux voies de communication, des problèmes de formation et d'emploi des jeunes, beaucoup d'aspects, et nous avons besoin d'appui de l'État. L'engagement de l'association, c'est basé sur sa vision. La vision, c'est de faire de Koussanar une commune solidaire où les jeunes, les ressortissants, les femmes, tout le monde, les partenaires unissent leurs efforts pour un développement durable, équitable, participatif et inclusif. Nous appelons les autorités étatiques à accompagner de telles associations. Nous appelons aussi tous les ressortissants et ressortissantes à mettre la main. Et puis nous parlons de la reprise des bourses de sécurité, reprise du paiement des bourses de sécurité sociale cette année. L'annonce du chef de l'État lors de son adresse à la nation, c'était le 31 décembre dernier. Une annonce donc qui suscite la joie chez les anciens bénéficiaires. Qui tout de même réclament une augmentation de la somme face à la cherté de la vie au Sénégal. Certains parmi eux du côté de Bambey se sont confiés à Babacar Diouf. La suspension des bourses de sécurité sociale n'a fait qu'exaspérer la souffrance des Sénégalais. Beaucoup de familles bénéficiaires ont été laissées en rade. C'était vraiment un coup dur pour nous autres pères de famille qui ne dépendaient que de cette bourse pour subvenir aux besoins de nos familles. Moi personnellement, je me retrouvais parfaitement dans cette politique parce que ça me permettait d'acheter du riz pour ma famille, de les entretenir pendant plus d'un mois. Quand le président de la République annonce la reprise des paiements, les bénéficiaires se disent soulagés, mais attendent d'y voir plus clair. Maintenant que le président de la République a annoncé son retour, on ne peut qu'espérer et nous sommes vraiment contents. Prions que cela se réalise. D'autres iront jusqu'à demander l'augmentation de la pécule. Nous voudrions que, si possible, on augmente la pécule pour nous permettre de faire face aux difficultés de la vie. Dans tous les cas, c'est un projet. On veut, allait-on dire, sa réalisation va donner un nouveau souffle aux bénéficiaires qui attendent toujours. Bambey, RFM Babacar Diouf. Du Premier ministre hier, vous l'avez peut-être entendu sur cette antenne, tout laisse à croire que l'on s'achemine vers la suspension de la subvention sur les semences et autres intrants agricoles. RFM a donné la parole à des acteurs sur cette éventualité. Vous allez les entendre. Ils ne sont pas contre, mais formulent tout de même des recommandations. Awambaye.
S'il faut subventionner les semences qui ne sont pas de qualité selon les acteurs, mieux vaut l'arrêter et réorienter les fonds pour de meilleures retombées. C'est l'opinion de Thierno Dieng. Il est le président de l'Alliance nationale pour le développement rural. Il y a 3 types de subventions. On subventionne les semences, on subventionne les intrants, on subventionne les kilogrammes d'arachide pour la commercialisation. Je dis que on peut éliminer à notre niveau la subvention sur les semences et laisser la subvention sur les intrants, tels que l'engrais, et le montant reçu de la subvention des semences sera mis au kilogramme d'arachide. Pour qu'au moment de la commercialisation, non seulement il y aura de l'argent, mais que le kilogramme de l'arachide puisse se prêter jusqu'à 400 francs. Pour Chertiyan Sissé, président de l'association des producteurs du bassin arachidier, il faut une refonte totale du monde rural. Le problème fondamental, c'est qu'il faut qu'on fasse la refonte totale du monde rural. Il y a une telle disparité de sorte que vraiment les choses ne peuvent pas marcher. La solution, il faut faire des coopératives de sorte que chaque zone aura une coopérative. C'est ça qui se faisait auparavant. Et ces coopératives-là auront une organisation au sommet. Et cette organisation-là va être l'interlocuteur de l'État. Et à partir de là aussi, ils peuvent être l'interlocuteur du monde rural. Et il va plus loin, le secteur agricole doit être assaini. Et que l'agriculture revient aux agriculteurs. Tous les parasites vont sortir. Tant que les opérateurs, tant certaines organisations qui sont tapis dans l'ombre, tant sur les exportateurs, parce que tout ça là, le producteur peut le faire. Et tous les retombées peuvent revenir au producteur. Pour le comité de réflexion annoncé par le Premier ministre, les acteurs se disent disponibles pour apporter leur expertise afin d'assurer le développement du secteur agricole. À midi passé de 22 minutes, le grand bal de Youssou N'Dour et du Super Étoile, c'est demain, 3 janvier, mais déjà problème. Les billets sont introuvables. Les vendeurs agréés ont épuisé tout leur stock. Une situation qui fait l'affaire des revendeurs. Reportage au Tiosan, lieu de vente. Ibrahima Kerambalo a rencontré des mélomanes qui cherchent désespérément le fameux ticket d'entrée au Grand Théâtre. 15 000 lañ koy jaay. Tey sax mën na nga yokk ba moytu. Est-ce que depuis le 5 ñu ngi jaay billets yi ba tey. Nous sommes devant la grande porte du Tiosan. Ici, les vendeurs de billets agréés pour le grand bal de Youssou N'Dour et les revendeurs sont pris d'assaut par les fans et mélomanes venus pour se procurer le ticket. Merci bien. Un business très juteux pour les revendeurs. Entourés d'acheteurs, ces revendeurs tentent de les convaincre d'acheter les tickets. Moi, j'ai des tickets de 20 000 et je les revends à 25 000 francs. Les billets de 30 000 francs, on les revend à 40 000 francs. Pour les fans et mélomanes, il faut coûte que coûte obtenir le ticket. Ils veulent ainsi une dérogation. Je suis venu pour acheter des tickets, mais le revendeur m'a dit que les tickets sont épuisés. Mais s'il pouvait faire une dérogation pour nous, ce serait bien. Le grand bal coïncide avec le match des Lions de la Teranga face au Soudan. Les Sénégalais espèrent fêter la qualification au Dakar Arena. Tu as vu, non? C'est la raison pour laquelle on veut coûte que coûte obtenir des tickets pour aller célébrer, Inch'Allah, la victoire des Lions. L'équipe nationale va gagner et tous nous allons fêter la victoire au Dakar Arena. Demain samedi, le Sénégal va vibrer au rythme du grand bal de Youssou N'Dour. Malgré les difficultés pour avoir des billets, les Sénégalais restent déterminés à aller à ce rendez-vous. Cette mobilisation donc des mélomanes pour le grand bal de Youssou N'Dour et du Super Étoile qui aura lieu demain, pas au Grand Théâtre mais au Dakar Arena. Voilà, c'est bien cela. RFM. L'actualité internationale. Nous allons accueillir Mohamed Ali Mouba qui s'est déjà signalé tout à l'heure. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Robert Lévy, bonjour à tous nos auditeurs. En Guinée d'abord avec le Premier ministre qui répond aux critiques de l'opposition. Oui, le Premier ministre est monté au créneau donc pour répondre aux critiques de l'opposition concernant à la présidentielle. Baouri estime que les appels au boycott lancés par l'opposition n'ont pas prospéré. Les Guinéens se sont exprimés massivement dans les urnes en faveur de Mamadi Doumbia à plus de 86% des suffrages. Salimata.
Le général Mamadi Doumbouya est déclaré élu président de la République dès le premier tour avec 87% des voix. Pour l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, c'est une mascarade, car c'est une élection sans surprise. Les poids lourds du champ politique guinéen sont soit en exil, soit en prison, et donc écartés de la course. Des critiques balayées par le premier ministre Baouri, qui était aussi directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Il déclare, je cite, « Je pense qu'ils sont comme par le passé, avec une vision et une culture politique qui est de tout nier et de discréditer tout ce qui se fait. Et de ce point de vue, ils ont toujours été en déphasage total avec la dynamique et la volonté populaire qui s'exprime et qui continuera de s'exprimer. » Fin de citation. Le chef du gouvernement guinéen de prévenir, ils ont intérêt à changer de fusil d'épaule, à être plus objectifs. Si tel n'est pas le cas, ils finiront par être inaudibles pour l'écrasante majorité de la communauté nationale. 4 ans après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir, Mamadi Doumbouya a donc assis sa position à la tête de la Guinée. Abdoulaye Yero Baldé, chef du Front démocratique de Guinée, Frondec, est arrivé deuxième avec 6,59%. Le taux de participation, lui, s'élève à 80,95% selon la présidente de la DGE, un chiffre en baisse par rapport à celui annoncé dimanche à la fermeture des urnes. Pour les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO, un scrutin dans un climat serein mais avec des questions sur son inclusivité. Incendie d'un bar en Suisse, le bilan passe à 60 morts. Oui, ça leur dit au moins 40 personnes ont perdu la vie et 115 blessés, dont une majorité grièvement. 9 Français parmi les victimes. Les blessés les plus graves ont été transférés dans de grandes villes comme Zurich et Lausanne. La France, l'Italie et l'Allemagne voisines de la Suisse ont également ouvert leurs établissements hospitaliers. Iran, le président américain menace d'intervenir en Iran pour venir en soutien aux manifestants. Sur son réseau social, Donald Trump a affirmé que si l'Iran tirait sur des manifestants pacifiques et les tuait violemment, eh bien, comme à son habitude, les États-Unis d'Amérique viendraient à leur secours. Jeudi dernier, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 6 morts, dont un membre des forces de l'ordre, dans le cadre d'une mobilisation contre la vie chère dans le pays. La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, le conseil du guide suprême à la tête de la plus haute instance de sécurité a répondu à Donald Trump. Et puis Brésil, Jair Bolsonaro quitte l'hôpital où il était hospitalisé depuis plus d'une semaine et retourne en prison. L'ex-président brésilien purge, vous le savez, une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. En 2022, la Cour suprême du Brésil a rejeté jeudi sa demande d'assignation à résidence pour des raisons de santé, alors que ses avocats ont invoqué, vous le savez, une aggravation de son état de santé. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Le sport, nous parlons d'abord de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Sénégal qui ouvre le bal des 8e de finale demain, samedi, contre le Soudan. Ce sera à partir de 16h. Les Lions effectuent d'ailleurs leur dernière séance d'entraînement cet après-midi à l'heure du match. Mais il y a eu ce matin la traditionnelle conférence de presse d'avant match, et le sélectionneur national Pape Thiaw est revenu sur la suspension du capitaine Koulibaly qui va manquer donc un match. Mais Pape Thiaw fait confiance à son effectif, même s'il reconnaît que la concurrence est là, surtout sur le flanc gauche. La concurrence est là, elle est saine. Donc tous les deux, ils ont montré des bonnes choses. Voilà, Jacob en a fait 2, Elage en a fait 1. Donc malheureusement aussi que Elage était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc voilà, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Mais maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer, et surtout que sur ce flanc, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les deux sont prêts pour apporter demain leur pierre à l'édifice. Je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly. Il sera suspendu juste pour le match de demain. Espérons qu'on va passer et on va continuer la compétition. Mais il y en a d'autres qui sont là et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui, et je pense que aujourd'hui c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là, mais malheureusement c'est pas le cas. Maintenant on va faire avec, et demain on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match.
Pape Thiaw au micro de notre envoyé spécial Soda Thiam. L'autre huitième de finale de ce samedi se joue entre le Mali et la Tunisie. Ce sera à 19h. Dimanche, on aura Maroc-Tanzanie à 16h et Afrique du Sud-Cameroun à 19h. Ces huitièmes de finale vont se poursuivre lundi avec au programme Égypte-Bénin à 16h et Nigeria-Mozambique à 19h. Fin des huitièmes de finale mardi donc avec au programme Algérie-RDC, République démocratique du Congo à 16h et Côte d'Ivoire-Burkina Faso à 19h. Le niveau de l'arbitrage de cette Coupe d'Afrique des Nations analysé par un ancien arbitre, Mbaye Diagne, actuellement commissaire de match à la Ligue sénégalaise de football professionnel, juge satisfaisante la prestation des hommes en noir, comme on les appelle souvent. Il se félicite aussi du niveau des 3 Sénégalais qui officient dans cette compétition. Mbaye Diagne au micro de Moustapha Fall. Nous n'avons pas vu beaucoup d'erreurs du point de vue des appréciations sur certaines fautes. Avec l'aide de la VAR, je pense que certains arbitres ont bien visionné les séquences et prendre les décisions idoines qu'il faut. Et en plus, il faudra noter aussi qu'on a beaucoup rajeuni. Franchement, cette année, on a vu de jeunes arbitres qui ont été excellents dans pratiquement tous les grandes affiches de cette Coupe d'Afrique. Concernant l'arbitrage du trio sénégalais avec Issa Sinoa Bangoura et Djibril Kamara, ils ont été associés jusque-là à plusieurs reprises et je pense qu'ils ont fait des prestations très honorables. Franchement, il faut le dire, Issa est en train de marquer son empreinte dans cette Coupe d'Afrique. Il a eu des matchs très difficiles, mais n'empêche, il a su gérer ça avec beaucoup d'autorité et de personnalité, mais aussi sa condition physique aidant. Il a été toujours proche des actions et a pris les décisions qu'il fallait. Ses assistants aussi n'ont pas été absents sur les actions les plus litigieuses, où vraiment, avec leur vigilance, ils ont su signaler les fautes qu'il faut et les positions d'hors-jeu susceptibles d'être sanctionnées. Donc, on est en train de voir un trio sénégalais hors pair qui est en train de faire une excellente CAN. Et puis chez nous à présent pour évoquer le tour de cadrage de la Coupe du Sénégal Senior qui se joue aujourd'hui. Il y a entre autres rencontres au programme Jolof Olympique Club de Dara qui fait face à la Jeanne d'Arc de Dakar, Damels de Tivaouane qui fait face à l'US Rail de Thiès, Modèle de Mbao joue Renaissance de Yoff, Builders FC de la Patte d'Oie qui va jouer le Kayor Foot de Thiès et Diamano de Diourbel qui va faire face à Mbour Petite Côte. Donc les marches dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe du Sénégal Senior. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. Revue de presse, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Sonko et Diomaye reprennent leur dualité au sommet. Sonko et Diomaye, ça repart de plus belle. À peine les derniers mots du président se dissipent-ils dans l'air que son premier ministre en inverse la tonalité. Là où le chef de l'État prêche le dialogue, la paix, la quiétude et le travail, le premier ministre durcit le verbe. Je ne suis pas prisonnier de ma fonction. De voir au sommet de l'État une même scène, mais une harmonie qui se rompt et laisse affleurer les premières notes d'une cacophonie politique. Pour l'observateur, point de doute, c'est reparti Sonko Diomaye. C'est un nouvel antagonisme au sommet de l'État du Sénégal. Walfadjri, par le duel à distance, là se relève que pour mettre du sable dans le couscous du président, Ousmane Sonko ajoute encore l'épouvantail de la reddition des comptes. Analyse de Dr Malao Kanté dans l'observateur, la sortie hier du Premier ministre à Passy, jour de nouvel an, le lendemain du message à la nation du président, cela ressemble à un sabotage en règle, une cacophonie au sommet de l'État qui écrase l'image du pays et la réputation de notre Sénégal. Le journal revient aussi sur la réforme annoncée du code électoral, annonce du chef de l'État dans l'observateur des politiques alertes sur des manœuvres pour valider la candidature d'Ousmane Sonko en 2029. Le journal Enquête note que le chef de l'État veut faire modifier le code électoral, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, la Sénat, de grandes réformes annoncées dès le premier trimestre relèvent
l'enquête. Attaqué par l'opposition comme par la majorité, Diomaye tient à rester fidèle à ses engagements. Il est à cœur ouvert dans le journal Réumi. Selon Réumi, justement, le président a annoncé 160 milliards qui vont être investis dans l'éducation, la santé, l'agriculture, l'eau et l'énergie. Direct News note que Diomaye redevient maître des horloges. Aux yeux du journal Le Quotidien, le discours de fin d'année de Diomaye s'est axé sur une sale voie. Il fait un peu comme Macky Sall, accroissement des infrastructures, baisse annoncée des prix à la consommation, augmentation des bénéfices du RNU. Pour le Soleil 2026, c'est le temps des investissements. Dans le journal LAS, ces accusations explosives contre le président de l'Assemblée nationale, le député Mouramani Kabayakite, député de PASTEF, accuse El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale, de mauvaise gestion, de clanisme, de népotisme. Il a recruté, selon Mouramani Yahate, des gens de Linguère qui ne mettent jamais les pieds à l'Assemblée et qui sont payés tous les mois. Et puis sport pour boucler CAN 2025, le Sénégal joue le Soudan en 8e de finale. Soudan, nous revoilà à bûcheron record. Le journal L'Info pointe des manœuvres pour mettre les bâtons dans les roues de l'entraîneur. Le journal Enquête note que la Fédération sénégalaise de foot s'est exprimée. Eh bien, elle dégage en touche. Rien de tout cela. Il n'y a aucune zone d'ombre entre l'entraîneur et la fédération. En tous les cas, le journal Sud Quotidien note que le Sénégal joue donc le Soudan demain au stade de Tanger à 16h et il faudra briser les faucons de Gédiane. Pour le journal Le Soleil, eh bien, la Coupe d'Afrique commence véritablement à partir de demain. Le confrère relève qu'il faudra être bon, costaud et ne pas faire d'erreur pour aller loin. L'Égypte, l'Algérie et le Nigeria se sont qualifiés pour confirmer les petits poussés. Le journal L'Info note qu'à partir de demain, ce sera les grands contre les petits. On est à tous. Chez Electronic Corp, la magie du Nouvel An et la passion de la CAN sont accessibles à tous. Pour bien commencer l'année et vibrer devant chaque match, équipez votre maison avec les grandes marques. Des téléviseurs grand écran pour ressentir chaque action comme au stade. L'électroménager Beko et Enduro pour un confort au quotidien. Le petit électroménager Black & Decker pour vous faciliter la vie. Et la sonorisation ainsi que les instruments de musique, clavier, guitare Yamaha pour sublimer l'ambiance des fêtes. Fiabilité, garantie et service après-vente professionnel. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Profitez de remises exceptionnelles sur l'ensemble de nos produits jusqu'au 31 janvier 2026. Les showrooms de Sacré-Cœur et de Mbourg sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 20h. Téléphone 33 867 79 99. Plus d'informations sur www.electroniccorp.sn. La Banque Outarde, une institution née ici, une banque fièrement sénégalaise, pensée pour accompagner vos ambitions. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape avec sa nouvelle gamme de cartes Visa. Visa classique, simple et accessible à tous. Visa Gold pour profiter de plus d'avantages. Visa Platinum pour ceux qui souhaitent l'excellence. Et bientôt, encore plus de solutions pour répondre à vos besoins. Votre carte, votre pouvoir. La Banque Outarde. Ensemble, prenons notre envol. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Revue de presse Mohamed Ali Mouba qui met fin à ce midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba. Merci aux équipes techniques au niveau des différents studios. L'info revient donc à 13h, un autre journal en Wolof avec Eladji Ndiogou Diène. Bonne suite de programme, le journal de la CAN, une présentation de Pape Malick Diaw. yéen a ngi koy dégg mbégte ak mbooloo fu mu toll ay millions yi bët di xool fenn rek la ñuy xool ñu ngi téye suñu nooy Afrique yëpp ñu ngi xaar mbir ba jib na Afrique yëpp ñoo ànd bég fier lool booloo di yëngatu di yuuxu di tëb di kontaan ngir spectacle bi gën a mag te Afrique yëpp bokk ko muy la CAN Coupe d'Afrique des Nations toog leen ci tribune VIP bi janoo ak Canal Plus CAN benn chaîne 100% CAN jënd leen gaaw seen décodeur HD ci 1000 francs donc jaaree ko ci formule access parabole beeg installation bi ñu may la ko doo fay dara te bu ngeen réabonné woo ci seen formule habituelle dinañ leen may fanweeri fan ci bépp chaîne Canal Plus mbooloo ak mbégte ci Canal Plus chaîne 100% CAN. offre bii dafa am mu tëddee dig daje ci suñu point de vente yëpp.
Aujourd'hui, Ria se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 points de vente font de Ria le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez. Présent partout en Afrique et dans le reste du monde, Ria est le meilleur ami pour envoyer et recevoir de l'argent. Un réseau sécurisé, des partenaires fiables et le meilleur tarif du marché font de Ria un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour l'envoi d'une vie meilleure. Ria, transfert d'argent. Canal Plus et Ria vous offrent le journal de la CAN. Bonjour et bienvenue dans le journal de la CAN, un journal entièrement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Maroc et qui va se poursuivre jusqu'au 18 janvier 2026. Le journal de la CAN, le 13e numéro. C'est tout de suite à la présentation. Pape Malick Diaw, marhaban bikoum. Actualité des Lions. L'actu des Lions, c'est bien évidemment ce match Sénégal-Soudan, un match qui va lancer les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations ce samedi à 16h. Mais avant que ça ne se joue sur le terrain, d'abord, place à la conférence de presse d'avant-match. Pape Thiaw s'est présenté ce matin à 10h30 GMT au grand stade de Tanger pour répondre aux questions de la presse. Notre envoyé spécial sur les Cham y était également. Sénégal-Soudan, deux adversaires qui se connaissent bien, même si les Lions sont considérés comme favoris de ce 8e de finale. Le sélectionneur des Lions, Pape Bouna Diaw, souligne qu'il s'attend à un match difficile et respecte l'adversaire. Avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe bien organisée et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Donc nous préparons, on s'est bien préparé, surtout sur les phases défensives et être très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a les opportunités qui se présentent. Idem pour Crépin Diatta qui ne sous-estime pas également l'adversaire. Pour lui, c'est un autre tournoi qui démarre et il faut rester concentré jusqu'au bout. Ouais, on sait que là, on va avoir des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan c'est une bonne équipe, c'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant nous de notre côté on est concentré, on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match, mais on sait que c'est un match qui sera âprement à disputer. Lors de cette conférence de presse, Pape Bouna Diaw a également profité de l'occasion pour confirmer le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Pas de conflit entre lui et les fédéraux. Il se concentre juste sur l'essentiel, c'est-à-dire la compétition. Moi-même je suis surpris de certaines choses, donc surtout quand c'est Ifondé, donc voilà. Moi aujourd'hui je ne suis pas dans ces détails, je suis focus sur la CAN et je pense que la plus importante c'est la CAN et aussi les objectifs et voilà, nous on avance et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort, voilà, ben je ne veux même pas en commenter. Sénégal, Soudan, c'est ce samedi à 16h GMT. Soda Thiam, Tanger, Maroc, Radio Futur Média. Pape Thiaw en conférence de presse avec la complicité de notre envoyé spécial Soda Thiam. Et après le technicien sénégalais à 11h15 heure locale, le Ghanéen Kwasi Apia, l'entraîneur du Soudan, a fait de même toujours au grand stade de Tanger. Je vous propose de l'écouter au micro de notre envoyé spécial Soda Thiam. Le Sénégal a une très belle équipe. C'est vrai qu'on les a rencontrés dernièrement, mais ce match-là, c'est dans un autre contexte. Les joueurs sont prêts à tout faire pour bien représenter le pays. La force de l'équipe soudanaise, c'est l'unité entre les joueurs. Et à chaque fois, ils font tout ce qu'ils peuvent pour leur pays. Donc là, ils sont prêts à tout faire pour faire plaisir aux Soudanais. Donc ils sont prêts à bien jouer ce match. Ce premier 8e de finale est donc lancé avec cette conférence de presse d'avant-match. Concernant le reste du programme du jour, à 15h, le Soudan effectuera sa toute dernière séance d'entraînement avant que 3 de ses joueurs ne se présentent en zone mixte pour répondre aux questions de la presse, à savoir Mohamed Abdelrahman, Amar Taïfour et Mohamed Issa.
Une heure plus tard, soit à 16h, Pape Thiaw et ses hommes feront de même avec Iliman Ndiaye, Boulaye et Pape Gueye qui se présenteront en zone mixte. Sénégal-Soudan, on en parle encore, cette fois avec un technicien. Allo coach. L'analyse de notre technicien Issa Mounir Sonko, c'est pour parler bien sûr de ce 8e de finale Sénégal-Soudan ce samedi. Dans l'entrejeu, un débat revient depuis d'ailleurs le retour d'un certain Habib Diarra face au Bénin. Quel trio face au Soudan? Qu'en pense-t-il? Voici sa réponse au téléphone. Oui, alors bonjour. Oui, Sénégal-Soudan, c'est demain, donc on a tous vu que Pape Gueye et Gana Gueye avaient formé le double pivot et que Iliman Ndiaye était devant eux. Il est important de souligner de prime abord que dans le cadre de 3-1, la pointe haute, à savoir celui qui joue le rôle de numéro 10, à savoir Iliman Ndiaye, c'est un militaire. Donc dans le cadre de 3-1, il y a un militaire. Moi, je partirais sur le fait que le double pivot quand même, Pape Gueye et Gana Gueye a montré beaucoup plus de satisfaction, que c'est un double pivot qui est dominant, qui a permis aux Lions quand même d'imposer leur jeu et surtout de garder le ballon et garder le contrôle de la balle. À partir de ce moment, quand même, je pense que le mieux serait de les remettre. Lamine Camara et Pape Sarr quand même sont venus en troisième match pour jouer le rôle d'intérieur dans le 4-3-3, même si on va dire entre guillemets que c'est pas des prestations qui ont été convaincantes, pour ne pas dire que c'était moyen ou passable. Voilà, je pense que le mieux serait de retourner à ce 4-2-3-1 là, qui a permis quand même au Sénégal d'asseoir une certaine fluidité dans le jeu, de voir que cette connectivité, cette connexion qu'il y a eu, et qu'il y a eu du cycle de passe quand même qui ont été respectés et qui ont fait les forces de cette équipe Sénégal pour se procurer le max d'occasion et surtout pousser l'adversaire, bien asphyxier l'adversaire dans ses derniers retranchements. Donc je partirai sur le fait que le double pivot Pape Gueye et Gana Gueye doit revenir, et notamment Habib Diarra qui pourrait jouer le numéro 10 ou Iliman Ndiaye. L'un ou l'autre, je pense qu'il pourrait gérer ce rôle-là de numéro 10, car aujourd'hui il est important de dire que celui-là qui joue le numéro 10 et la perte du ballon doit tout de suite identifier le numéro 6 adverse, le prendre au marquage pour ne pas que nous soyons en effet numérique au niveau du milieu de terrain, pour surtout apporter cet équilibre qui permettrait quand même à notre défense de pouvoir bien se positionner, mais aussi de pouvoir gérer les courses et surtout les ballons qui seraient joués un peu partout. Donc voilà un peu ma réflexion sur ça, et merci, à la prochaine. C'était l'avis de notre technicien du jour, Issa Mounir Sonko, sur le trio dans l'entrejeu demain samedi. Sénégal-Soudan, premier 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cette rencontre marquera d'ailleurs le début des phases à élimination directe et se jouera à 16h, heure locale, au Grand Stade de Tanger. On vous rappelle également que le vainqueur de la rencontre sera opposé au vainqueur de l'autre 8e de finale qui se jouera également le 3 janvier, c'est-à-dire samedi demain, entre le Mali et la Tunisie. Tiens, justement, on parle également de cette rencontre. Présentation. Vous l'aurez donc compris, il n'y aura pas que Sénégal-Soudan ce samedi. On vous rappelle que le vainqueur retrouvera d'ailleurs en quart de finale le Mali ou la Tunisie qui s'affrontent également ce samedi à 19h. Le Mali et la Tunisie se sont d'ailleurs affrontés lors de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire avec un match nul, un but partout prédisputé, marqué par des buts de Lassine Sinayoko du Mali et Hamza Rafia de la Tunisie. Alors, pour ce classico entre ces deux nations, oui, un classico parce que c'est tout de même un classique et les chiffres peuvent en témoigner. Les deux sélections se sont affrontées à 13 reprises par le passé. Les Tunisiens l'ont remporté à 6 reprises pour 4 défaites et 3 matchs nuls. Et en plus de cela, lors du match Tunisie-Mali, en réalité janvier 2022 à la CAN 2021, ce match nous avait offert un moment gag puisque l'arbitrage a été marqué par une controverse majeure avec l'arbitre zambien Gianni Sikazoué qui avait sifflé la fin du match à 2 reprises avant l'heure, soit à la 85e puis à la 89e, provoquant la fureur des Tunisiens et une tentative de reprise avortée. Allez, on va se faire plaisir et revivre d'ailleurs ce moment. Il a sifflé la fin du match là, 85e. Attends, c'est une erreur, incroyable. Oui. Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là. Oui, il était parti pour siffler la fin du match. Incroyable. Ouais. J'ai jamais vu ça. Il a donné les 3 coups de sifflet là. Oui, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes plus le temps additionnel. Incroyable image. Alors ça restera parmi les moments insolites de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Hein. Ouais, le chrono a pris un coup de chaud lui aussi. Ouais, Gianni Sikazoué a tout de suite saisi son erreur. C'est reparti tout de suite. On repart dans l'autre sens.
Pas de temps additionnel. Mais non, mais c'est tout. Il n'y a pas de temps additionnel. C'est fou. La fin du match est sifflée, incroyable. C'est pas terminé. Mais c'est une erreur, c'est une erreur. Ah bah oui, effectivement, c'était un moment qui avait fait rire pratiquement tout le monde sportif, notamment le public qui était sur place, mais ça n'avait pas fait rire justement les Tunisiens qui étaient énervés. L'arbitre zambien Djanisi Kazoué, célèbre pour avoir sifflé donc la fin du match de manière prématurée à 2 reprises en raison d'une insolation et ayant déclaré que Dieu lui avait dit d'arrêter le match. Bon, allez, on termine tout de même ce journal par un petit souvenir. Souvenir de Cannes avec la Gao. Pour votre journal de la CAN, Abdoulaye Diaw reste avec nous toujours avec ce livre dans l'histoire du football sénégalais. Et tous les jours, il sera avec nous, stylo à la main, pour écrire ou nous rappeler une des pages de ce livre. Pour aujourd'hui, Abdoulaye Diaw nous parle de ce 8e duo d'entraîneurs à la tête de l'équipe nationale du Sénégal à une CAN. Après 1965, 68, 86, 90, 92, 94, 2000 et 2002, il était une fois en 2004. Abdoulaye Diaw. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. 2002, Bruno Metsu. 2004, Guy Stéphane. C'est un Français qui prend le relais dans notre Français. Guy Stéphane non plus, on ne le connaissait pas. Mais vous, si vous êtes un féru de football français, vous savez peut-être qu'il a partagé le même club que Badougaï et Eusebio. C'était au Havre. Guy Stéphane a aimé les Sénégalais depuis le maillot du Havre où il a cohabité avec ces deux merveilles du football sénégalais de l'époque, Ibrahima Ba Eusebio et Alioune Badara Gaye dit Badougaï. Il se retrouve au Sénégal comme entraîneur. Le hic est que c'est au Sénégal qu'il a appris à découvrir le football africain. C'est un autre style de football. Avec Guy Stéphane, nous apprendrons plus tard qu'on a eu affaire à un cadre du football mondial. Parce que n'est pas entraîneur adjoint qui veut. Et surtout en Europe. Et quand cette équipe européenne est 2 fois finaliste de la Coupe du Monde, l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en 2018 et qui joue et perd la finale en 2022. Et Didier Deschamps a toujours eu comme adjoint Guy Stéphane. Il fait un quart de finale avec la Tunisie qui était chez elle en 2004. Quart de finale que nous perdrons 1-0. La Tunisie va gagner d'ailleurs cette Coupe d'Afrique, battant en finale le Maroc sur la marque de 2-1. Et c'est là que Guy Stéphane découvre en vérité les aléas de la compétition africaine. Je me souviens, pour aller à Lomé, c'est le Togo qui nous a éliminés. Souvenez-vous, on perd 3-1 à Lomé. Et comment? Au retour, le Togo fait 2-2 à Dakar et nous élimine. Comment on a perdu 3-1 à Lomé? On est convoqué pour aller à Lomé à l'aéroport de Dakar. Le vendredi, une première fois, on doit décoller à 19h. À 17h, la compagnie nous appelle pour nous dire non, votre vol n'est plus à 19h, mais à 22h. Quand on arrive à 20h à l'aéroport, nous apprenons plus tard que ce n'est plus à 22h mais à minuit. On est encore à l'aéroport. Et vous savez à quelle heure nous avions décollé de l'aéroport de Dakar ce vendredi? Parce que maintenant nous ne sommes plus vendredi, nous sommes samedi matin. On a décollé à 3h du matin. Guy Stéphane qui me dit de vive voix, Abdoulaye, vous voyez comment on perd les matchs à partir des méfaits des autres. On est arrivé à l'aéroport vendredi à 19h pour décoller à 22h. Plus tard, on nous dit c'est à minuit. Plus tard, on nous dit c'est à 3h du matin. Pendant ce temps, nos adversaires sont au frais, au vert et ils dorment. On arrive à Lomé au petit matin à 8h. Maintenant, nous sommes samedi matin. Nous sommes samedi matin et le match c'est demain. On a perdu une nuit entière entre les aéroports Léopold Sédar Senghor et celui de Lomé. Les joueurs, c'est vrai, avaient manqué de fraîcheur. Quand vous perdez une nuit dans l'avion, en plus de la première nuit à l'hôtel, parce qu'une première nuit à l'hôtel, vous dormez toujours mal. Donc, on a perdu 2 nuits, vendredi et samedi, avant de jouer le Togo à Lomé. Et on perd 3-1. Il a du poigne aussi, Guy Stéphane. Je me souviens d'un voyage à Monrovia, un vol spécial. On doit décoller à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Encore un avion. Mais cette fois-ci, le coup fourré est de nous-mêmes. On doit décoller de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour celui de Robespierre à Monrovia, pour aller à Monrovia. On attend sur la piste, dans l'avion, il faisait très chaud. On attend. Qui attend-on? Quelqu'un. On attendait El Hadj Diouf qui était en retard. On attend. El Hadj n'est pas là. Soudain, Guy Stéphane s'arrache de son siège et demande à l'équipage de fermer le vol. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en va sans El Hadj Diouf. Au moment de fermer le vol, quelqu'un du personnel au sol nous lève la main pour nous dire voilà El Hadj Diouf qui arrive. Et Guy Stéphane de rétorquer, dites-lui qu'on est parti sans lui. Ferme-moi.
et l'avion décolle sans lui. On va à Monrovia, on gagne 3-0. En d'autres termes, souvent avec le Sénégal, les absents ont toujours tort parce que ceux-là qui se prennent pour indispensables, ils peuvent briller par leur absence. Quand ils ne sont pas là, c'est à croire que la réussite est davantage avec l'équipe qui a fini de les perdre. Guy Stéphane, c'était un excellent professionnel. C'était même un directeur technique dans le fond, par sa disponibilité, par son sens du regard lointain et profond. Voilà comment Didier Deschamps l'a gardé pendant presque 8 ans. Et il va faire une 3e Coupe du Monde, Guy Stéphane, avec Didier Deschamps, 2018, 2022 et 2026. C'est celui-là que nous avions comme entraîneur pendant un moment. Mais il a été noyauté par notre amateurisme marron, lui, le professionnel avéré. Bonne journée et à très bientôt sur notre compagnie. À l'instant, Abdoulaye Diaw sur ce 8e entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations Tunisie 2004. C'est d'ailleurs sur cette note que prend fin ce 13e numéro du journal de la CAN. Merci à Soda Thiam qui nous aura accompagnés dans ce journal, tout comme notre technicien et coach du jour Issa Mounir Sonko, mais également Kader Lo. Un grand merci à Abdoulaye Diaw pour ce petit moment souvenir. Merci également à vous qui nous écoutiez et ceux où que vous soyez. Pape Malick Diaw était devant ce micro. À demain pour le 14e numéro du journal de la CAN. Et d'ici là, portez-vous bien. Shukran.